Les enseignants étaient à l'honneur ce mardi 5 octobre, à l'occasion de la 27e édition de la journée mondiale à eux consacrée. Cette année, les festivités n'étaient pas grandioses, compte tenu de la pandémie du coronavirus, toujours d'actualité. Certains enseignants ont néanmoins investi quelques coins chauds des rues de nos villes. Question de prendre un pot entre collègues. Au-delà des agapes, cette journée, actée par l'UNESCO depuis 1994, donne aux seigneurs de la craie de cogiter sur leur situation. Il y a l'environnement qui n'est pas déjà très propice parce que l'enseignant doit se retrouver dans un cadre qui lui permette d'exprimer ce qu'il a comme connaissance, de communiquer, de donner ce qu'il a. Mais pour donner, il faut quand même un cadre où il dispose d'un certain confort. Alors quand vous avez par exemple une classe de 100 élèves, bon, c'est vrai qu'avec le corona, on a essayé de réduire les effectifs, mais nous connaissons les réalités de notre pays. Alors si vous avez une classe de 100 élèves, on peut dire que c'est une entorse à la pédagogie. Les enseignants sont des dieux du savoir. De ce fait, ils doivent bénéficier d'une considération à la dimension de leurs valeurs. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun, où ces derniers sont traités comme des parias. Il y a les enseignants qui sont payés à moins de 35 000 francs. À moins de 35 000 francs, on a des enseignants qu'on paye à 25 000. Vraiment, il y a ça. Et non seulement ça, l'éducation en pleine chute. Pourquoi les manuels scolaires? On est venu, nous sommes quittés des programmes, on change de programme à temps et à contre-temps. On ne sait plus où on se trouve exactement. La fois passée, c'était quoi les programmes officiels? Maintenant, on quitte les programmes officiels pour les curricula. Les curricula, on est devant, on est derrière. La notation, même, on ne sait même pas ce que ça dit. Et non seulement ça, faire tout ce travail étant mal rémunéré, vraiment. Célébré sous le thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation », le système éducatif camerounais se portera bien lorsque l'enseignant sera mieux rémunéré. Bienvenue à Bamendjou, arrondissement situé dans le Haut-Plateau à l'ouest Cameroun, à une quinzaine de kilomètres de Bafoussam et une dizaine de kilomètres du carrefour Batié. Le nom Bamendjou viendrait de la complainte d'un prince Baham qui, devant se rendre régulièrement à la chefferie Bansoa en passant par Bamendjou, aurait qualifié de petit malheur le harcèlement dont il faisait l'objet tout le temps. En effet, en langue Baham, Moudjou signifie petit malheur et pas Moudjou, les gens de l'endroit du petit malheur. C'est la transcription coloniale qui donnera, en fin de compte, Bamendjou, appellation administrative actuelle de ce village, peuplé d'environ 38 000 habitants. Bamendjou est rendu célèbre ces dernières années grâce au savoir-faire d'un homme, Sa Majesté Sokodjou Jean Rameau, 16e roi de la dynastie Bamendjou. Cet arrondissement compte 31 villages et l'activité champêtre est la plus pratiquée ici. Bon, il y a aussi ceux qui cultivent même les pommes de terre aussi. L'agriculture. Ces jours de marché au centre-ville de Bamendjou, l'activité commerciale est plus intense que les simples jours. C'est ce qui justifie la présence d'un grand nombre de mototaxis, bien que confrontés à la conjoncture économique. La moto, c'est une activité juste pour se distraire. En termes de rentabilité, ça ne donne pas. Puisque déjà à Bamendjou, on a plus de 200 motos. Avec la population, ça ne peut pas, ça nourrit pas son homme, quoi. Je ne vois rien qui marche mieux à Bamendjou, tout est mort. Nous sommes en période de rentrée scolaire, tout est mort. Rien ne marche. Comme dans toute zone rurale, les populations accordent une place prépondérante à l'agro-pastorale, principale occupation qui les éloigne du vice, de l'ennui et du besoin. Au Cameroun, les voyages de nuit attirent du beau monde. Les ressortissants des régions des Grasses-Files sont coutumiers du fait. Ainsi, les soirées du jeudi, vendredi et samedi connaissent une forte affluence des voyageurs dans les agences de voyage en partance pour l'ouest. Nous sommes à Yaoundé, il est 23h30 et dans cette agence de voyage, 4 autobus ont déjà fait le plein des passagers et sont prêts à partir. Les jours d'affluence, il faut passer obligatoirement par des réservations, longtemps à l'avance, pour espérer une place dans l'un de ces véhicules. Les raisons du choix de ce moyen de voyage sont multiples. Parce que j'aime voyager et parce que
Ça me plaît aussi pour voir les endroits, comme c'est beau aussi. Bon, c'est parce que là maintenant j'ai voyagé la nuit. Généralement je n'aime pas voyager la nuit. Si j'ai voyagé cette nuit, c'est parce que j'ai une urgence. Ce qui nous attire le plus, c'est parce que la pression du temps. Oui. Le temps, avec tout ce que nous vivons, on est obligé de gérer le temps partiellement, ça c'est clair. Il n'y a que ça, c'est pas que... Toujours est-il, voyager dans la fraîcheur nocturne est moins épuisant. Il y a de quoi s'en réjouir, après plus de 5 heures de route. Ah, le voyage s'est très bien passé et le voyage est déjà très apaisant avec la route qu'on a refait totalement. Donc, le voyage était vraiment apaisant. La preuve, j'ai dormi durant tout le voyage sans me réveiller, donc ça va. Le voyage toujours dans la nuit. Pour moi, c'est apaisant, tu ne vois pas le trajet. Voyager la nuit, c'est bien, mais les risques d'accident sont aussi plus élevés. Mark Zuckerberg est inéluctablement l'une des grandes figures de la révolution mondiale. Lundi dernier, le promoteur, président-directeur général de Facebook, a confirmé au monde entier la toute-puissance de son réseau social. Pendant près de 5 heures de temps, la panique était perceptible chez les utilisateurs des réseaux sociaux. J'ai dû démarrer mon téléphone près de 4 fois parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, de quoi il était question. Mais c'est quand Orange nous a envoyé le message qu'on a compris pourquoi le réseau dérangeait. En fait. C'était du stress, quoi. On a vécu du stress. L'espace de quelques heures, sinon qu'après la résolution du problème, tout est rentré dans l'ordre. Mais sinon que ça a troublé un peu... Ça a tout troublé, quoi, en fait. Facebook, WhatsApp, Instagram ont connu des pannes à l'origine de ces dysfonctionnements, une situation qui a fait perdre à son promoteur 6,4 milliards de dollars en 5 heures seulement. Conséquence, Mark Zuckerberg a dégringolé dans le classement Forbes des hommes les plus riches de la planète, passant de la 5e à la 6e place. À la lecture des conséquences engendrées par cette panne, il apparaît que la culture des réseaux sociaux devient indispensable dans notre société. J'utilise les réseaux sociaux pour faire dans le paiement des factures Eneo, transfert de crédit et autres. Bon, j'ai eu beaucoup de manques à gagner ce jour-là, c'est lundi. Surtout que c'était un début de semaine pour moi. Voilà. Bon, en fait, vous savez que régulièrement, nous sommes habitués à gérer nos affaires à travers les réseaux sociaux. Maintenant, on a les groupes à travers lesquels on a des rendez-vous et tout. Donc, ça nous a vraiment perturbés. Vraiment, on n'a pas été tranquille, surtout que on avait peut-être des heures auxquelles on doit se retrouver peut-être en groupe. Et là, il faut communiquer. Donc ça a été vraiment une vraie perturbation pour nous et ça nous a vraiment dérangé. Un jour peut-être viendra où la tendance sera différente. En attendant, les réseaux sociaux dictent leurs lois. L'hôpital central de Yaoundé est au cœur d'un scandale depuis le 19 septembre dernier. À l'origine, le décès du jeune Aïssi Mengue, âgé de 22 ans, interné dans cet hôpital, une semaine avant, à la suite des blessures provoquées par un poignard. Après 2 interventions chirurgicales, le concerné va finalement rendre l'âme. Un décès brusque qui laissera sa famille perplexe au regard des nombreuses mutilations présentes sur son corps après la 2e opération devenue fatale pour le jeune Aïssi, qui visiblement n'en avait pas besoin, d'après le témoignage de son père sur un plateau de télévision. C'est le docteur Noah qui décide maintenant d'opérer l'enfant pour la 2e fois. Nous sommes au 17. La mère lui dit, bon, comme tu décides d'opérer, est-ce que moi je n'ai plus d'argent à vous payer, ça va se passer comment? Il dit non, je ne vous demande rien, je vais l'opérer pour rien. C'est à la date de ce même 17 qu'il décide d'opérer l'enfant à nouveau. Toute la journée, la dame est là, elle ne voit rien. Toute la soirée, rien. C'est à 2h du matin que le docteur Noah décide d'aller opérer l'enfant. Et l'opération dure de 2h du matin à 8h du matin. C'était quel genre d'opération? Je me pose des questions. Courroucée, la famille du défunt va manifester son mécontentement à la morgue de l'hôpital central et devant les bureaux du directeur de cette formation hospitalière. Elle est déterminée à faire la lumière sur la disparition de leur enfant. Une plainte a été déposée au commissariat du 2e arrondissement de Yaoundé à cet effet. Dans l'opinion, l'on attribue ces mutilations à un trafic d'organes. En attendant les résultats de l'autopsie,
Ce scandale de l'hôpital central remet sur la table des débats le sempiternel problème de la prise en charge des patients dans les formations sanitaires publiques au Cameroun. J'ai été victime de ça, il n'y a pas de prise en charge comme on dit, on nous raconte partout prise en charge, prise en charge. Quand vous arrivez normalement à l'hôpital, vous êtes laissé à vous-même. Vous pouvez faire 1 heure, 2 heures, vous êtes la personne de prendre en charge. Parlant de prise en charge dans nos hôpitaux, ça n'existe que de nom. Maintenant, parlant du scandale qui a eu lieu l'autre jour à l'hôpital central, il y a plusieurs scandales pour lesquels le ministre nous a dit l'autre jour qu'il va ouvrir une enquête. On a déjà ouvert des enquêtes sur beaucoup de scandales. Le cas Isimengue n'est que l'arbre qui cache la forêt. Le ministère de tutelle doit prendre ses responsabilités.